le porte-avions bus n'a pas franchi le détroit de Gibraltar. Ça a été une manœuvre de diversion. Et il a une trajectoire différente, il a un itinéraire, avec une destination différente, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive. Et ça devient plus intéressant que jamais, dans le blocus des États-Unis d'Amérique. Et en Iran, l'Iran qui ne répond pas, qui ne tire pas, qui ne fait rien. Famille, vos likes, vos commentaires. C'est Estrategias Militares. Bonsoir. Nous commençons. Bonsoir la famille, bienvenue sur Stratégie Militaire, votre chaîne d'information en direct. Grosse nouvelle, excusez-moi d'être arrivé en retard. Il est 22h48, 23h48 en Israël. 22h48 en Espagne. Je vous demande pardon. La raison est bonne. El motivo es bueno. El motivo es muy bueno. Tout d'abord, avant toute chose, je tiens à m'excuser pour une information que nous avons donnée lors du direct précédent, qui n'est pas correcte. Je répète, lors du direct précédent, nous avons fait une déclaration, une affirmation qui n'est pas correcte. Nous avons parlé du groupe de combat de l'USS George Bush, un porte-avions de la classe Nimitz, qui avait traversé le détroit de Gibraltar. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas... L'USS George Bush n'est pas en Méditerranée. Pendant des semaines, des navires d'escorte de l'USS George Bush sont entrés en Méditerranée, nous faisant croire que son entrée était imminente. Même aujourd'hui, une image a fuité disant que c'était l'USS George Bush en train de traverser. Non? Ils nous ont trompés. Ils m'ont trompé. Le Bush n'est pas en Méditerranée. Où est-il? Où se cache la clé de la porte de l'enfer? Allons le chercher. Côte de Namibie. Namibie, la voilà. Le groupe de combat du Bush en Afrique, Afrique de l'Ouest. Cap au sud. Sur les côtes de ce pays africain se trouve en ce moment l'un des groupes de combat les plus puissants de la marine des États-Unis d'Amérique. Que fait-il là-bas? Pourquoi en Afrique?
Pourquoi n'est-il pas passé par la Méditerranée? Où va-t-il? Quel est le plan? Et que se passe-t-il en ce moment dans la tête de Donald Trump, du CENTCOM et de la Marine des États-Unis d'Amérique? Merci de m'accueillir à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. En ce moment même, quelle opération clandestine pour dissimuler le mouvement d'un porte-avions pendant tant de jours? Ils nous ont fait croire qu'il était en Méditerranée, qu'il était déjà entré en Méditerranée, que même le groupe de combat était déjà en Méditerranée. Et il y a eu une fuite, une méga fuite, qui nous indique qu'il est en Namibie. Là-bas, en bas, au CENTCOM d'Afrique. Il va par là. Le porte-avions se dirige par là pour une raison évidente. Ce porte-avions ne va pas remplacer le Gerald Ford. S'il s'agissait du remplaçant du Ford, il serait entré en Méditerranée et le Ford serait parti. Non. Si ce porte-avions avait voulu se mettre en danger, il aurait dû traverser le canal de Suez et se diriger vers le sud et s'exposer aux tirs des Houthis au sud du Yémen. Dans cette zone ici, Bab al-Mandab. le détroit de Bab al-Mandab, la deuxième clé que possède l'Iran pour bloquer le monde. Les États-Unis ont pris la décision de ne pas donner le gros titre facile à l'Iran. Ils ont attaqué le porte-avions. Abraham Lincoln avec 101 missiles d'un coup. Ils ne veulent surtout pas que, à une distance aussi courte, plus de 100 missiles tentent de couler un porte-avions. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique ont pris une décision, une voie différente. Une voie très différente. « 9000 kilomètres. Il reste 9000 kilomètres au porte-avions Bush pour atteindre la zone d'opération. 9000 kilomètres. Rien de plus, rien de moins. 9000 kilomètres qui, en fait, si on calcule en jours, ça fait environ 10 jours, une semaine et demie. Ça dépend de la vitesse à laquelle il va et ça dépend de l'option qu'il choisit. En fait, on pourrait presque en déduire, mais avec les informations qu'on donne en ce moment, quasiment en exclusivité, que le porte-avions non seulement évite de passer et d'affronter les Houthis, c'est-à-dire d'entrer en confrontation directe avec eux, mais en plus, le porte-avions va arriver sans être entamé. Le porte-avions n'aura pas à effectuer d'opération intermédiaire avant d'arriver dans la zone d'opération. Il n'aura ni à affronter, ni à bombarder les Houthis, ni à passer par la Méditerranée, avec tous les dangers que comporte l'entrée en mer Rouge. Mais il est probable, car nous avons vu il y a quelques jours, qu'un destroyer de la marine des États-Unis d'Amérique se trouve bien en mer Rouge. En fait, nous l'avons vu dans le sud d'Israël. À Eilat, nous avons vu un destroyer de combat ou qui pourrait être associé à ce groupe de combat. Ce qui pourrait nous amener à douter ou à penser que la mission du navire ne va peut-être pas jusqu'au golfe Persique. Peut-être que la mission du navire est de rester près de Socotra, cette île que nous voyons ici, principalement contrôlée par les Émirats arabes unis. Peut-être entrer dans le golfe d'Aden, à un certain point du golfe d'Aden, et lancer des opérations sur le Yémen si nécessaire. Ce qui a du sens. Nous avons un porte-avions dédié exclusivement à l'Iran, le Lincoln.
Nous avons un porte-avions pour la défense anti-aérienne et les opérations dans le nord de l'Iran, le Gerald Ford, ravitaillant des aéronefs au-dessus d'Israël et de la Jordanie, en montant depuis cette zone vers la Syrie et en entrant en Iran par le nord. La région de Tabriz, cette zone que nous voyons ici. Ce serait l'une des options. L'autre option, c'est que ce groupe de porte-avions va se placer à l'entrée du détroit. Pour sécuriser cette zone, le bus pourrait être placé ici, avec le groupe de combat, les destroyers, etc. Pourquoi n'est-il pas utile d'amener un autre porte-avions dans le Golfe Persique? Il y a ceux qui diront que c'est très peu, qu'un seul, c'est trop peu pour lancer une attaque finale contre l'Iran. Mais il y a un détail de taille. Dans la guerre contre l'Irak, jusqu'à 6 porte-avions ont été utilisés. Je crois que c'était 6 porte-avions. Contre Saddam Hussein, évidemment, la technologie de combat et la disponibilité des armes de précision à cette époque étaient si plus limitées. Dans les premières versions du missile de croisière Tomahawk, on utilisait même encore des canons navals pour chasser Saddam du Koweït. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Merci. Il y a un petit détail que les gens semblent négliger. L'USS Tripoli, ce navire qui transporte les Marines pour le débarquement, transporte aussi des avions de combat. Il dispose d'un groupe aérien embarqué disponible. L'USS Boxer, le Boxer l'emporte aussi. Il dispose également d'un groupe aérien embarqué pour combattre. Donc, si on additionne le nombre d'aéronefs des deux, on pourrait avoir des capacités proches de celles du porte-avions. Donc, effectivement, nous aurions 4 porte-avions sur le théâtre de bataille. Presque tous arrivent en même temps. Voici le Boxer. C'est une version réduite d'un porte-avions avec des avions F-35 qui peuvent décoller verticalement grâce à une modification apportée à leur moteur. Ils ont une capacité de charge moindre, mais ce sont des navires qui te permettent de prendre une île d'assaut, de lancer des opérations aériennes. C'est un vrai tout-terrain, attaque par terre, mer et air, avec déploiement de marine lors d'opérations de débarquement et d'assaut naval. Combat, opération d'infanterie de marine. Opération qui commence depuis la mer et se projette sur terre. Une île, l'île de Caron, l'île de Larak, Syrie. Là. À Bomossin. Côte de Banda à la base. Ces deux navires qui arrivent jusque-là, le Tripoli, qui effectue déjà des opérations d'adaptation et d'entraînement dans le théâtre des opérations. Setcom publiait les photos, nous les avons ici, nous allons les chercher. En un instant, il pourrait disposer d'un nombre important d'effectifs totaux pour lancer une attaque terrestre contre l'Iran. Une attaque qui peut mélanger différents objectifs. Premièrement, le contrôle des hydrocarbures. Deuxièmement, l'uranium. Hydrocarbures et uranium. Pourquoi ? La mission est de contrôler le pétrole de l'Iran, même s'ils ne veulent pas l'admettre officiellement, et l'autre mission concerne l'uranium. Les deux objectifs vont de pair. Images du Boxer, publiées par le Setcom, ce n'est pas Stratégie qui les publie, ce sont des images officielles. Images officielles publiées par le Setcom. Pardon, la photo s'est glissée là par erreur. Ce sont des images officielles publiées par le Setcom qui nous donnent vraiment une idée de l'orientation prise par les plans. Et maintenant, ça commence à avoir plus de sens pour moi parce que je me disais, bon, peut-être que le bus va remplacer Gerald Ford en Méditerranée. Il y en a un qui va arriver, un autre qui va partir, on va rester à nouveau à 22. 23 en comptant le Tripoli et le Boxer. Mais maintenant, on passe à une projection sur 4. 3 porte-avions plus. 2, disons, un demi-porte-avions, chacun ça fait 1.
4. Nous aurions déjà 4 plateformes navales de combat de haute intensité disponibles. Le l'HD4, qui est le Boxer, transporte. Je vous explique un peu, d'accord? 1894 marines, 1000 marins et 104 officiers, vitesse maximale, 24 nœuds. Celui-ci est parti il y a quelque temps de la côte ouest des États-Unis d'Amérique. C'est celui qui peut amener les SEALs ou une partie d'entre eux. Pour que les gens comprennent, le groupe aérien embarqué. Quels avions embarque-t-il? F-35B, en plus des Osprey, des Chinook et des hélicoptères de combat. Le AH-1Z, qui est une version, pour que les gens comprennent à peu près, une version réduite de l'Apache, plus petite, avec moins de caractéristiques. Le Viper, le Hans Viper, on met une photo ici pour que vous puissiez le voir. À quoi cela pourrait-il servir? Beaucoup, énormément, pour ce blocus naval qui est actuellement en cours dans la zone d'opération. Le Viper, la version embarquée d'un mini Apache. Très efficace et très létale. Ici, nous avons la photographie. La voilà. Voici maintenant les chiffres. Voici les chiffres. Abonne-toi. Maintenant, on peut dire que nous avons suffisamment de chiffres pour que d'ici une semaine ou une semaine et demie, soit la durée du cessez-le-feu, qui a duré 2 semaines, il y ait déjà un contrôle total et une maîtrise complète du champ de bataille. Ils vont se mettre à dire que les États-Unis ont peur, qu'ils n'ont pas fait passer le porte-avions par la mer Rouge, qu'ils ont fait un énorme détour, que des bêtises, des bêtises. Ce que les États-Unis essaient de faire, c'est de minimiser les risques, parce qu'il y a toujours des risques d'attaque. Ce n'est pas un mensonge. Il y aura toujours un risque d'attaque contre une plateforme navale. De plus, l'Iran est déterminé à vouloir en toucher une. Mais en plus, cela te donne une capacité de démonstration de force. Tu peux envoyer tout un groupe de combat faire un détour complet, et les gens ne s'en rendent compte que lorsque le porte-avions est en Namibie. C'est-à-dire qu'aucune force navale de tous ces pays que nous voyons ici, y compris le Maroc, l'Espagne, le Portugal, au Cap-Vert et les autres, soit ils le savaient, soit ils n'ont pas voulu le divulguer à la presse. Les États-Unis ont dissimulé un groupe de combat dans toute cette zone. Quoi, et cela coïncide avec la zone où, il y a quelques mois, pendant que tout cela se passait, au Venezuela, une attaque de missiles de croisière était lancée contre le nord du Nigeria, le sud du Niger, dans cette zone-ci, contre les membres de Boko Haram et d'ISIS en Afrique. C'est une zone que les États-Unis avaient déjà dans leur viseur et où ils avaient déjà préparé un déploiement. Il y avait déjà une présence militaire. Maintenant, ils continueront, ils feront le tour par l'Afrique du Sud, le Cap. Je ne pense pas qu'ils s'arrêteront. Je ne pense pas qu'une escale technique soit prévue. Je pense que le groupe de combat est actuellement en mode combat, pas pour faire des visites tactiques, et il va se positionner dans cette zone. Dans cette zone, il serait à 800 km de Sanaa. C'est une zone de sécurité. Zone de Socotra, 1000 km. À la Judéda, 1170 km. Nord du Yémen, 1200. Il serait dans tout le rayon d'action de l'aile embarquée de ce porte-avions, sans mettre en sécurité le porte-avions lui-même. Nous aurions donc ce porte-avions-là. Ici, nous en avions un autre. Et ici, premier héroïque.
Et en Méditerranée orientale, nous en avons un autre, le Fort. Nous avons le Fort et nous avons le Ford. Nous devrions ajouter ici. Merci. Tripoli. Et le Boxer. Deux porte-avions, parce qu'on additionne Tripoli et Boxer pour en faire un seul. Deux porte-avions dans la zone du Golfe Persique. Un qui contrôle l'arrière dans cette zone, qui peut aussi lancer des attaques vers le Golfe Persique ou effectuer des vols d'escorte. Ça aussi, c'est très important. L'escorte fournit aux bombardiers, B-52 et de nombreux avions. Et contrôler ce qui se passera avec les Houthis dans les prochaines heures. Les Houthis ont déjà montré des signes de qu'ils se préparent à fermer le détroit ou à lancer des attaques. Mais ce n'est pas ça le problème. Même si en fait ça l'est. C'est un des problèmes, il y en a d'autres. L'Iran n'a rien fait. Il n'a pas tiré de missiles, il n'a pas lancé de drones. Il reste silencieux, ils ne bougent pas, ils envoient quelques messages, ils disent qu'ils vont montrer des armes qu'on n'a jamais vues. C'est ce qu'ils disent, ils commentent, ils parlent. Pas grand-chose de plus. Pas grand-chose de plus. Ils n'ont rien fait de plus. Mais il semble qu'ils n'ont pas envie de se battre. Ils ne semblent pas vouloir se battre. Le secrétaire à la Défense, Marco Rubio, pourrait assister à la réunion de demain entre les ambassadeurs libanais et israéliens à Washington. Demain est un jour historique. C'est le cas. Pourquoi? Demain, pour la première fois, face à face. Le Liban et Israël vont s'asseoir ensemble en tant qu'État. Et ils ne vont pas le faire en Israël. Ils ne vont pas le faire au Liban. Ils vont le faire aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que Hezbollah a menacé le gouvernement libanais en disant que si cette réunion a lieu, il y aura des problèmes. De plus, Hezbollah a donné l'ordre qu'aucun membre du gouvernement libanais ne rencontre Israël. Si demain cette réunion a lieu, et qu'en plus il en ressort une quelconque collaboration officielle ou non officielle entre le Liban et Israël pour en finir avec Hamas. Pardon, avec Hezbollah. Avec Hamas aussi, avec Hamal et avec le djihad islamique, parce qu'ils sont tous au Liban. Eh bien, si une collaboration entre les deux pays en ressort, Hezbollah a un problème. Un problème d'une ampleur biblique. Demain, ils vont se réunir. Demain, Naïm Kassem a aussi beaucoup parlé aujourd'hui. Il a menacé et affirmé qu'il se battrait jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils vont tout lancer, voire plus. Ils ont tiré sur Senado il y a peu et l'artillerie israélienne les bombarde très sévèrement. Regarde comment ils les pilonnent. Image du Liban. Munitions anti-chars, des chars qui tirent. Maintenant, nous voyons les projectiles voler. Ça commence à chauffer. Ça chauffe. Il y a un endroit dont on a déjà beaucoup parlé au Liban. Qui est historique? Historique.
Pinchevel. Philos. C'est un village historique. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ce village est-il historique? Ce village que nous voyons ici est entouré par le conflit. Le dernier foyer de résistance qui reste dans le village est cette zone que nous voyons ici. Ce groupe de maisons. Ici en dessous, il y a des tunnels et il y a des membres du Hezbollah qui combattent. Plus de 200 terroristes ont été neutralisés, éliminés dans ce village. Mais pourquoi cet endroit est-il célèbre? Ce stade. Cet endroit. À cet endroit, Hassan Nasrallah, ancien dirigeant, secrétaire général du Hezbollah, a prononcé un discours il y a quelques années menaçant Israël. À ce moment-là, Hassan Nasrallah était tout près. À 3 km de la frontière israélienne. C'est là que se trouvait Hassan Nasrallah. À 3 km d'Israël, Hassan Nasrallah est sorti à l'air libre pour prendre l'air et menacer Israël. Eh bien, le stade a été détruit. Certains lieux ont une symbolique. C'en était un. C'en est un, nous avons aussi la vidéo. Pendant l'une des guerres, en 2006, Israël a essayé de prendre ce village et n'a pas pu. Ici, il y a eu une grande bataille. Ça leur a coûté énormément. C'était en 2006. Les choses n'étaient pas si claires pour Israël sur la façon dont il fallait mener la guerre. Le leader du Hezbollah, Linka, de quoi s'agit-il? Comment allez-vous? Nous avons choisi de nous battre. Pour protéger le Liban. Phrase de Naïm Kassem. Sur Al-Mayadin, chaîne de télévision du Hezbollah. Nous nous battons pour le Liban. Il ne lui reste plus grand-chose. Naïm Kassem, le remplaçant du remplaçant de Nasrallah. Le Hezbollah capturera des soldats israéliens lorsque l'occasion se présentera. Nous attaquons depuis plusieurs directions. La reddition n'est pas une option. Celui qui la souhaite peut le faire seul. La diplomatie du gouvernement libanais ne mènera à rien. Nous ne céderons pas et affronterons l'agression israélienne. Eh bien, il semble que oui. Qu'il va y avoir une réunion. Il semble qu'il va y avoir une réunion. Et il semble que l'Iran ne veut pas combattre. Je ne sais pas comment ils vont vendre ça. Je ne sais pas comment ils vont justifier que l'Iran ne tire pas. L'Iran ralentit le processus et met la pression, pendant que les États-Unis renforcent des mesures comme le blocus du détroit d'Ormuz. La probabilité d'un autre conflit est élevée, mais pas imminente. C'est ce qu'on dit aussi par là-bas. Je pense que les dates, les données et les dates, cela sera marqué par l'arrivée du Boxer et du Bush. Je le dis vraiment. Cela sera marqué par l'arrivée du Boxer et du Bush dès qu'ils seront dans la zone d'opération.
Ils vont se mettre au travail, ils vont attaquer Kar, ils vont attaquer encore quelques autres endroits. Le détroit sera ouvert et ce sera fini. De plus, le Royaume-Uni prépare déjà une coalition de pays pour assurer la sécurité du passage après la fin des opérations militaires. Ils ont dit « Nous n'entrerons pas en guerre, mais interviendrons ensuite pour contrôler », pour qu'il ne reste aucun élément susceptible de lancer des drones ou des missiles lorsque nous emporterons l'uranium et tout ce qu'il faut retirer de là-bas. Et tout cela est curieux, très curieux. Ça commence à avoir du sens. Nous faisons une pause de 2 semaines, nous nous réarmons, nous rechargeons les munitions, nous rechargeons les systèmes de défense, nous apportons plus de matériel, nous apportons plus de technologie, plus de navires capables d'abattre des missiles balistiques. Nous apportons plus de destroyers, sûrement qu'avec eux viendra aussi un croiseur de classe Ticonderoga pour lancer plus de missiles. Et c'est là qu'ils vont devoir faire face maintenant. C'est là que tous les problèmes vont leur tomber dessus. L'Iran ne pourra pas maintenir la fermeture très longtemps. Sans argent, ils ne sont rien, rien du tout. Ils peuvent essayer de l'apporter depuis d'autres pays tiers par la frontière, essayer de le faire passer par le Pakistan pour payer les salaires et tout le reste. Ils peuvent essayer. La Chine pourrait envoyer de l'argent. Ce n'est pas une solution durable. Ce n'est pas durable. Pas une solution durable, pas durable. Écoutons Donald Trump. Qu'a dit Trump sur la façon dont se déroule actuellement le blocus naval? S'il vous plaît, la famille, nous sommes nombreux. Il nous manque beaucoup de likes. Ce serait apprécié d'avoir beaucoup de likes en ce moment. Nous sommes 31 000, mais seulement 9 000 likes. Vous n'imaginez pas l'importance des likes pour la plateforme, pour protéger le contenu et pour montrer, quand les censeurs arrivent, qu'il y a un réel intérêt à savoir ce qui se passe. S'il vous plaît, ces likes sont très importants. Observez bien ce que nous allons voir de Donald Trump, car on en parle aussi. L'Iran ne fait aucune affaire. L'Iran ne fait aucune affaire. Affaire. L'Iran ne fait aucune affaire. Il dit, nous allons continuer sur cette voie. Il dit, nous ne faisons aucune affaire et continuerons ainsi facilement. Il dit, nous allons le faire très facilement. Il dit, ¿Ya se ha ido? Air Force is gone. La force de Saïdo. Toute la question des navires est partie. The radar is gone. Les radars ont disparu. Et les dirigeants sont partis. Enchanté. Aujourd'hui, il y avait des hélicoptères qui survolaient Téhéran. Pas beaucoup, mais il leur en reste quelques-uns. Ils n'iront pas jusqu'en Israël. Ni jusqu'à Dubaï non plus. Peut-être jusqu'au Koweït, mais ils seraient abattus avant. Évidemment. Il vend du pétrole, il essaye de vendre du pétrole. Les images de Marine Traffic ne mentent pas. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de navires-citernes transportant du pétrole en direction des États-Unis. 100%. Je vais maintenant ajouter un filtre à l'image. Pour que les gens puissent les voir et qu'ils se rendent compte de ce dont nous parlons. Jusqu'à quel point? Jusqu'à réel? Ou pas? Nous allons essayer de le voir. Le voilà. Je veux que vous voyiez une image, mais là toute seule. Regardez le nombre de pétroliers qui arrivent aux États-Unis. Tous ceux qui entrent. Donald Trump a indiqué aujourd'hui qu'il pourrait s'arrêter à Cuba. Je ne veux pas anticiper, vous l'entendrez vous-même. Merci. Donald Trump affirme qu'il discute actuellement avec la Quechua. Alors, Galiba, Farachi, Pechesquiam, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Regardez ce qu'il va dire sur Cuba. Amis cubains, faites attention. Canel fait attention car le calendrier de Cuba dépend du temps que mettra l'Iran.
Quand la marine reviendra d'Iran, elle passera par Cuba. Monsieur le Président, Un sur Cuba, monsieur. vous avez précédemment déclaré que vous n'aviez aucun problème avec les pays qui envoyaient du carburant à Cuba après avoir promis de les sanctionner. Que s'est-il passé? Nous allons voir avec Cuba. Cuba, c'est une autre histoire. Nous allons voir avec Cuba. Il dit, Cuba, c'est une autre histoire. c'est une autre histoire. Cuba, un pays très mal géré depuis longtemps. Cuba a été un pays terrible pendant trop longtemps. Il a un très mauvais système. Il a été très opprimé. Ha estado muy oprimido. Nous avons beaucoup de grands Américains d'origine cubaine. Et nous avons de grands Américains d'origine cubaine. Tous, ou presque, ont voté pour moi. Et tous ces gens votent pour moi. Ils ont été très maltraités. Et ils ont été très maltraités. Dans de nombreux cas, les membres de leur famille ont été assassinés. Ils ont été battus et Ils ont été frappés. ils ont été agressés et ont subi des choses terribles. Il s'est passé des choses terribles. Des choses terribles sont arrivées. À Cuba, et Cuba est une nation en faillite. Et nous allons le faire. Et Cuba est une nation en faillite. Il dit, et nous allons faire ça. Nous allons nous arrêter à Cuba quand nous aurons fini avec ça. Cuba, une nation qui a été horriblement dirigée pendant de nombreuses années par Castro. Et ça a été une société qui a beaucoup souffert sous Castro. Cuba, une fois l'affaire de l'Iran terminée, prochaine étape pour Donald J. Trump. Et après, Groenlandia. Groenlandia. Comment se prépare-t-il à Cuba, la famille? Nous avons des images des préparatifs à Cuba pour abattre les avions des États-Unis, abattre les missiles. Cuba se prépare. Cuba se prépare à fond, vraiment de façon massive. La situation est... À Cuba, en ce moment, ils viennent de déployer leur défense anti-aérienne. Nous avons les images du déploiement de la défense anti-aérienne à Cuba. Famille, vos likes, vos commentaires. Premières images du déploiement de la défense anti-aérienne à Cuba. Dans l'embuscade simple de défense anti-aérienne, l'attaque contre les véhicules aériens non identifiés. Dans la... Lors d'une embuscade anti-aérienne simple, on attaque les véhicules aériens non identifiés. Mitrailleuse anti-aérienne. Remorquée par des bœufs. Et le silence s'est fait. Et c'est ceci. Mais qu'est-ce que c'est? Pire que ce qui s'est passé avec Rakmax. Pire que ce qui est arrivé avec Maduro. Avec des vaches, des bœufs et des ânes. Canel va devoir faire face. Aux États-Unis, du jamais vu. C'est du jamais vu, une démonstration de force de Cuba. Je n'arrive pas à y croire. Nous sommes en direct en ce moment, la famille. Bienvenue sur Estrategias Militar. On dirait déjà une chaîne sur la nature. Les bœufs. Ils remorquent des mitrailleuses anti-aériennes. Allez, allez, pousse, pousse. La roue crevée, c'est différent. La roue est crevée.
Voyons si la roue est en bois. La roue est l'essieu de la remorque est cassé. Mon Dieu. Voyons où sont les antitaurins. Voyons où sont les antitaurins maintenant. Pauvre mulet. Mon Dieu! Oui, la précision, regarde. Quand on te tire dessus avec le canon, tu sais ce que fait l'animal? Que le pauvre animal doit déjà être sourd. Bien sûr, et l'animal a peur, l'animal veut bouger. Et l'animal, eh bien ça ne va pas te donner de précision du tout. Ce n'est pas une blague, c'est sérieux, c'est Cuba. Écoute le son, Villa Clara, Cuba. Cuba! Embuscade simple de défense anti-aérienne. C'était une embuscade simple de défense. En vérité, la position du corps de l'un des tireurs, mon Dieu... Défense anti-aérienne. L'approche des véhicules aériens sans pilote. L'approche des véhicules aériens sans pilote. Bien sûr, ils tirent un pétard et c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Combien de temps ça va durer à Cuba? Ne me le demandez pas, parce que là, je sais que j'ai des doutes. Là, je sais que j'ai des doutes sur ce qui se passe à Cuba. Je ne m'y attendais pas du tout, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu sais, on avait déjà vu des trucs sur Canel, mais amener là-bas 2 bœufs, au revoir. Bon, nous avons une photo. Nous avons une photo! Dernière nouvelle de Cuba. Dernière nouvelle en ce moment à Cuba, je n'arrive pas à y croire, c'est que ça mérite qu'on leur consacre une émission, hein. Photographie de Bacamo. Le système anti-aérien le plus efficace de la Terre, Bacamo. Le voilà. Propulsion 100% écologique. En même temps que tu déplaces le canon, ça te fertilise le champ. Vous voulez détecter les défenses anti-aériennes de Cuba? Cherchez là où ça sent. Là où ça sent la bouse de vache, c'est là qu'il y a les canons. Bacamax, le canon anti-aérien avec radar intégré. Sur les cornes de la vache, ils ont des détecteurs d'avion. Pauvre bœuf. Mais regarde à côté, non? Regarde à côté. Quand le bœuf meurt, ils ont à manger. Entre 2 de ces tirs, il y en a un qui leur échappe. Ils tuent le bœuf et mangent. C'est incroyable, hein? En ce moment, nous sommes 32 000 personnes à regarder la défense anti-aérienne de Cuba. Attention, il y a une autre photo. Nous en avons plus. Canon anti-aérien de 3000 tonnes. Non de 3 tonnes, 3 tonnes, 3 tonnes de canon anti-aérien. 1500 pour chaque bestiole. 3T. Les gens disent que c'est une blague. Non, non, ce n'est pas du tout une blague. Regarde. Regarde dans quel état c'est. Missile coup. Ils disent là-bas que c'est le missile coup. Canel, tu es vraiment, vraiment inexpérimenté. Ceux de la flottille Cuba auraient su lui envoyer 2 vaches. Bon, au moins, je vous dis quelque chose. Nous avons l'émission garantie jusqu'à la fin de l'été parce qu'il y a la flottille pour Gaza. Donc je prévois de grands titres et de grandes vidéos. Attention, on en a encore plus.
Attention, on en a encore plus. Si les choses allaient mal avec les vaches. Messieurs, préparez-vous. Parce que maintenant, voilà les chevaux squelettiques qui arrivent. Mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. Les chevaux aussi. Le cheval blanc n'appartient pas à Santiago. Il est squelettique. Ceci est l'armée de Pancho Villa. À vrai dire, les drones vont avoir du mal à identifier les cibles. Je suis sérieux. Guerre écologique? Voilà ce qu'ils disent. J'aime bien ça. Guerre écologique. Là, je cherche des images de lui. Je n'arrive pas à y croire. Mode camouflage. Bouse de vache. La mère qui a mis au monde Cannelle. Je ne peux pas t'en donner si peu, hein? On dirait Curo Jiménez. Vous avez bien fait de le dire là-bas. Pauvres animaux, c'est mal. C'est une atrocité. Tron, je viens de parler. Tron, je viens de parler. Nous avons une info de dernière minute. Nous allons traduire ce qu'a dit Donald J. Trump POTUS, alias le chasseur de vaches. Vache Max, fabriqué à Cuba. Au fait, Maria Corina est aujourd'hui en France, avec Macron. Maria Corina rencontrant Macron. Très bien. Moi. On s'arrête, hein? On s'arrête. Un moment. Maintenant qu'on est en mode latino, mode latin total. Maria Corina avec Macron. Avant de voir Donald Trump. Maria Corina Macron. Nous allons voir Maria Corina. En arrivant là-bas pour voir Macron. Je continue d'insister. Le chef de campagne, ou comme vous voulez l'appeler, de Maria Corina. Ou bien il paie Delcy Rodriguez. Du moins, je le crois. Non. Voilà Maria Corina. C'est que... Non. On ne fait pas comme ça. Corina, non. Allez voir Macron, non. Va voir Vivi. Par exemple. Ceci est un exemple, une suggestion. Va voir Netanyahou. Merci. D'abord, Macron a fini par devenir l'ami d'eux. De Maduro. Quand il y a eu la crise avec la Russie. Macron a appelé Maduro et il a fini par être ami. Donc c'est à cause d'elle que tu as un problème. Deuxième partie. À Trump. Trump déteste. Macron. Trump est dégoûté par Macron. Directement. À quoi bon se mentir?
Et quand on aura présenté à Trump cette photo de Maria Corina, Et oui, haha, avec Macron. À ton avis, qu'est-ce que Trump va penser? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une erreur de calcul. Je ne dis pas qu'il doit mal s'entendre avec certains. Il n'a pas à suivre la politique de Trump. Chacun a son idéologie, et c'est très bien ainsi. Mais je l'ai quand même remarqué. Oui, je l'ai remarqué. Qu'elle est très ces derniers temps. Je me suis éloigné de Kien. Dernièrement, Maria Corina est très nerveuse. Elle crie partout. Merci, allons-y. Allons-y, allons voir par ici. Bien sûr, ceci. Tout cela, pourquoi ça arrive? Je vais clarifier les choses pour qu'on ne comprenne pas mal ma position. Cela arrive car on lui a laissé le fardeau de Delcy Rodriguez Armando au Venezuela. Bien sûr qu'il en manque, mais nous faisons des pas décisifs. Et chaque pas que nous faisons est irréversible. C'est irréversible. C'est pourquoi aujourd'hui je veux vous demander de garder cela constamment à l'esprit. Il n'y a aucune société au monde mieux préparée pour conquérir la liberté, pour avancer dans la transition. Il y a une transition vénézuélienne. Et nous l'avons démontré. Le pays est uni et réclame son droit de choisir librement. Tous ceux qui ont le droit de choisir veulent des élections pour élire tout le monde. Légitimés par notre participation à des élections irréprochables qui seront un exemple pour la planète. Et le pays la veut maintenant. Et il est uni. Et nous savons qu'il faut construire ces conditions. Le pays les veut maintenant. Moi aussi je les veux. Mais l'homme à la Maison-Blanche ne les veut pas maintenant. Le type qui est assis à la Maison-Blanche ne voit pas Maria Corina comme une alliée. Certains sénateurs républicains peuvent l'adorer et la trouver merveilleuse. Bien sûr que oui. Je ne la trouve pas antipathique. Mais elle ne va pas gagner. Elle ne va pas gagner. Elle ne va pas gagner. S'il avait voulu la mettre au pouvoir, Trump l'aurait déjà fait. Aucun général vénézuélien ne s'y serait opposé. Ayant constaté la puissance de feu des États-Unis, les mêmes types qui ont ramassé les morceaux des Cubains qui protégeaient Maduro n'allaient pas s'opposer si on mettait Maria Corina. Diosdado Cabello non plus n'allait s'opposer. Soyons réalistes à ce sujet. Soyons réalistes à ce sujet. Si Trump avait voulu la mettre, il l'aurait fait. Edmondo est porté disparu. Il vit en Espagne. Edmondo n'apparaît pas. Celui qui aurait soi-disant gagné les élections, je dis déjà soi-disant parce que Donald Trump, Marco Rubio disent aussi que ce n'étaient pas des élections légitimes. Le président élu, comme tout le monde le dit, a disparu. Il s'est déjà retiré et il a laissé Maria Corina suivre sa propre voie. Très bien. Génial! Delcy Rodriguez manœuvre de mieux en mieux. Pour rester au pouvoir, merci. En consolidant, en changeant les gens du régime. Padrino n'existe plus. Où est Padrino? Quelqu'un sait où est Padrino? Ils l'ont écarté. Le prochain qu'ils vont écarter, ce sera Diosdado. Et c'est elle qui va rester. C'est décevant. Pour le peuple du Venezuela, c'est décevant. Une guerre civile. De quelle guerre civile parlons-nous? Qui va sortir? Qui au Venezuela va affronter l'armée des États-Unis? Qui? C'est une figure qui arrivera déjà à ces élections, quand elles devront avoir lieu, très discréditée. Malheureusement.
Malheureusement, le Venezuela va devoir chercher un leader de l'intérieur pour changer le pays. C'est aussi simple que ça. Elle a quitté le Venezuela pour aller recevoir un prix. Elle n'est pas retournée au Venezuela. On ne la laisse pas revenir pour diverses raisons, elle n'est donc pas au Venezuela. Il y a encore des prisonniers politiques et de la répression au Venezuela. La différence est passée que maintenant c'est plus léger, il se contrôle davantage et le pétrole part vers les États-Unis. C'est tout ce que j'ai à dire, merci. J'aime vraiment Maria Corina, c'est sincère. C'est mon opinion et pour l'instant, je ne me suis pas trompé. D'ailleurs, beaucoup de gens ont quitté la chaîne quand j'ai dit que Maria Corina ne comptait pas pour Donald Trump. Ils se sont énervés, tu n'as aucune idée, c'est réglé. Ce n'est pas une question de savoir si le peuple la soutient ou non, sûrement que le peuple la soutient en majorité, largement. On oublie que le Venezuela a connu la même situation. Ou bien les gens descendent dans la rue pour manifester afin qu'ils renvoient Delcy Rodriguez. Ou ils devront supporter Delcy Rodriguez encore quelques années. Et je comprends cette dame, je la comprends. Et je comprends tous les Vénézuéliens. Je la comprends. Ici, il y a deux options. Ou le Venezuela devient un État américain, comme Porto Rico, ce qui ne serait pas forcément négatif. Du point de vue de la sécurité, ce ne serait pas une mauvaise chose. Où le peuple descend dans la rue et exige des élections immédiates. En ce moment, il y a des manifestations. Je ne m'en mêlerai pas, ce sont des affaires vénézuéliennes. C'est votre pays, votre peuple. Je répète ce que j'ai dit alors. Trump ne la voit pas comme candidate à la présidence. Il ne la voit pas. Il ne la considère pas comme une candidate à la présidence. Et celui qui tient les rênes au Venezuela en ce moment, c'est Trump. Merci. Et en plus, il ressort tous les jours que Delcy fait ça de façon fantastique. Je prends ce commentaire car je pense qu'on ne me comprend pas. Je crois qu'on ne me comprend pas. Ce commentaire. Maria Corina gagne. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Maria Corina peut gagner. Elle peut gagner à la loterie. Elle peut gagner à la tombola. Maria Corina peut gagner ce que tu veux. Les élections. Si Donald Trump dit que Maria Corina ne sera pas présidente du Venezuela, elle ne le sera pas, que tu l'acceptes ou non. Sauf si les gens descendent dans la rue et que la situation devient insoutenable. Ce n'est pas le cas actuellement. Et en plus, rends-toi compte, regarde le changement qui est déjà en train de se produire. Regarde le changement d'attitude entre il y a 2 mois et maintenant. Mais nous franchissons des étapes décisives. Et chaque pas que nous faisons est irréversible. C'est irréversible. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous demander. Regarde le changement, hein? Gardons cela constamment à l'esprit. Il n'y a aucune société dans le monde. Simplement tous ceux d'entre nous qui ont le droit de choisir. Nous voulons des élections pour élire tout le monde. Légitimés par notre participation à des élections impeccables qui seront un exemple pour la planète. Et le pays les veut maintenant. Le pays les veut maintenant. Non, 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 elle n'est pas incontrôlable. Non, non, maintenant ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, ça aurait dû être fait il y a des semaines. Avant de refiler le boulet à Delcy. D'ailleurs, ils ont abandonné les charges contre elle. Elle n'est plus sous sanction américaine. Et l'État reste sanctionné. Delcy plus maintenant. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Et j'insiste, je le répète encore, parce que très souvent ici, les gens retiennent seulement le premier mot qu'on dit et n'écouteront pas tout. Dès que tu entends un mot qui te déplaît, tu bloques et tu dis que ce qu'est Stratégia se dit ne t'intéresse plus. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que tant que Donald Trump ne voudra pas que Maria Corina soit présidente du Venezuela, elle ne le sera pas.
Qu'elle soit élue 1, 4, 50 fois, elle ne le sera pas. Elle ne le sera pas. Il veut un autre type de leader au Venezuela. C'est bon. Quintin l'a pour l'instant car il lui fournit du pétrole. Si les gens se contentent de celui qu'ils ont, c'est-à-dire Delcy, ils resteront au pouvoir. Si les gens se plaignent, ils ne resteront pas au pouvoir parce que les États-Unis ne veulent pas voir que leur politique et leur stratégie au Venezuela échouent. Parce que c'est un nouveau modèle qu'il veut incorporer, le diffuser dans le monde. Il veut le diffuser au Nicaragua, il veut le diffuser à Cuba, il veut le diffuser en Iran. Ils veulent le modèle vénézuélien en Iran. Oui, le modèle. Au Venezuela, ça ne marche pas. Il devra le changer. Pour l'instant, regarde, on y est. Mois d'avril. Maduro est parti en janvier. Il n'y a toujours pas de date pour les élections. Mais je le comprends. Je le comprends. Ici, chacun veut le voir de son point de vue, chacun en sait plus, les gens en savent plus, là-bas, au Venezuela. Le temps nous donnera raison. Ou il nous donnera tort. Le temps décidera. Que va-t-il arriver à Cuba? Avec Cuba, ce sera pareil. Ils vont chercher quelqu'un qui plaît à Marco Rubio et ils vont le mettre en place. Les États-Unis ne veulent pas deux choses. Premièrement, créer des groupes terroristes ni des guerres civiles. Ils ne veulent pas instaurer un État islamique comme en Irak. En provoquant la chute complète de tout le gouvernement. En les jetant tous à la rue, ils sont devenus des terroristes. Il l'a dit l'autre jour, hein? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Donc, s'il arrive au Venezuela, ils ont cherché quelqu'un de l'intérieur du régime pour éviter précisément ce qui s'est passé en Irak. D'accord? 4 mois ont passé, la situation est désormais calme. Élection. Dans 6 mois, 9 mois. Et que cette dame puisse retourner au Venezuela et faire sa campagne électorale, comme il se doit. Mais elle ne peut pas aller au Venezuela, parce qu'on ne la laisse pas aller au Venezuela non plus. Elle ne peut pas entrer. Sinon, elle y serait déjà, je suppose, non? Avant d'aller voir Macron. Avec Cuba, on enlève Canel, on enlève les Castro et on cherche quelqu'un du régime prêt à collaborer. Il collabore. Pendant un certain temps, il y a des élections. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Voilà. C'est que Dieu est Dieu et Trump est Trump. Et Trump n'est pas Dieu. Et Trump, c'est un gars qui est un homme d'affaires, comme il l'a dit l'autre jour. En plus, il l'a dit directement l'autre jour. Il a dit « Si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais tout le pétrole de l'Iran parce que je suis un homme d'affaires. » Et je fais des affaires. C'est lui qui te l'a dit. C'est que l'économie des États-Unis croît en contrôlant le pétrole du Venezuela. C'est que cette image est accablante. Cette image, celle que vous voyez, elle est accablante. Le golfe Persique fermé, les États-Unis vendant du pétrole comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les pétroliers chargent du pétrole au Venezuela. Ils chargent partout. Relance économique pour le pays, oui à 100%. Mais ça reste une dictature. C'est tout. Je ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais la vérité. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, regardez, la tache rouge, ce sont des pétroliers. Des pétrolières, c'est là. Et des pétroliers qui ne peuvent pas passer ici. C'est la réalité. Ils ne peuvent pas passer. Vous voyez, Hormuz, ça ne passe pas. Et bientôt, par ici, il se peut que ça ne passe pas non plus. À cause des Houthis. Où reste le pétrole? Venezuela et les États-Unis. Qui contrôle le pétrole du Venezuela? Les États-Unis. Qui en profite?
les États-Unis. Qui va en pâtir? Le reste de la planète, y compris l'Union européenne, pour avoir été assez intelligent pour ne pas soutenir Donald Trump. Eh mais chacun choisit ses politiques. Oui, évidemment, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il faut savoir avec qui s'aligner. C'est de la géostratégie. Et malheureusement, le monde n'est pas fait de gens bien. Malheureusement. Beaucoup de commentaires ici, on passe au super chat, la famille. Très intéressant. Et ici, vous vous rendez compte qu'on peut parler de tout ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut, qu'ici, on n'adhère pas au discours de ceci, cela et ça. Anita, merci. Viens prendre des abonnements. Bonjour Stratégie. Aujourd'hui, on commémore la journée de la Shoah. C'est ça. On l'a dit, 6 millions de personnes assassinées. Merci. Principalement des Juifs. En Europe, un pays nommé Iran veut détruire un État de 10 millions d'habitants. Espérons que cela échouera cette fois. Michel, merci beaucoup. Shalom, stratégie, mode et communauté. Allons-y, stratégie, allons-y. Trump rend folle la moitié de la planète en Israël, c'est vrai. Demain, il viendra dire autre chose et il nous rend fous. Alejandro, merci beaucoup. Angel, la Chine pourrait acheter du pétrole au Koweït ou au Qatar, sans problème avec l'Iran ni les États-Unis, au prix du marché. Le problème, ce n'est pas que les États-Unis ne veulent pas que la Chine. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Le problème n'est pas que les États-Unis veulent priver la Chine de pétrole. Ce que les États-Unis ne veulent pas, c'est que la Chine achète du pétrole en dessous de la valeur du marché, en dessous du prix du marché, ce qui leur revient moins cher. Les coûts de production sont plus bas et ils ne peuvent pas concurrencer le reste de la planète, parce que leur produit est beaucoup moins cher. Maintenant, si la Chine doit payer comme tout le monde 97, 98 $, qui est le prix actuel du baril de pétrole, elle doit entrer sur le même marché concurrentiel. Pourtant, ils gagneront toujours car ils n'ont pas les mêmes salaires à verser et les contrôles de qualité des produits chinois diffèrent, etc. Mais nous avons déjà le premier point. Ils ne peuvent plus contourner les prix du pétrole. Ils doivent s'en tenir au prix du marché. C'est précisément ce qui arrive au Venezuela. La Chine continue d'acheter du pétrole vénézuélien, mais elle le paie au prix du marché. Il y a déjà cette histoire où un bateau arrive la nuit, il le charge et le bateau disparaît. C'était plus de 13 milliards de dollars par an que Maduro, Delcy et tous ces gens-là mettaient dans leur poche. 13 milliards. Tout semble terminé. La plupart des zones sont contrôlées. Guayaquil. Demain, à 10h pour Yom HaShoah, des sirènes de deuil retentiront 2 minutes, comme c'est la tradition depuis la fondation d'Israël. Salutations de Berseba. Dame, nous restons attentifs. Muriel, on peut déjà entrevoir le nouvel ordre mondial. Nous te suivons depuis le Paraguay. Merci beaucoup. Je dois absolument connaître le Paraguay. Le Paraguay doit être très beau. On m'en a dit beaucoup de bien. Roderick. Des hélicoptères évacués des Russes de Téhéran. C'est possible. Je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas. La stratégie que tu ne comprends pas, c'est la logistique, y compris la viande et le lait. C'est vrai. T'as de quoi manger. Marien, quel choc. On continue. Salut au bœuf, Cuba libre. Merde, impossible. Défense anti-aérienne tirée par des animaux, aussi terrible que celle de ton ami Maduro. Salutations, stratégie. Merci. Stratégia, c'est ça Cuba. C'est de l'artillerie lourde, très lourde en plus. On dirait un film drôle pile non incluse. Par ici, Macarena. Les mines que ces bœufs doivent laisser. Imagine les mines qu'ils doivent laisser, bien sûr. Ça te salit complètement le pantalon. Les bull strikers cubains. Imagine, l'animal est furtif. C'est au méthane sans chaleur. Ils sont maigres comme des clous. Pauvres bêtes. Le peuple cubain souffre énormément. On ne se moque pas de leur malheur. Cette tragédie se répète chaque jour. Renzo, nous ne nous moquons pas du malheur du peuple cubain. Bien au contraire. Nous essayons de donner de la visibilité à un problème au Venezuela, à Cuba, au Nicaragua et dans beaucoup d'autres pays. Dans beaucoup de pays. Nous essayons d'aider le monde à voir quelle est la réalité. Sur d'autres chaînes, ils affirment que Cuba a reçu des armes antiaériennes russes pour se protéger de Trump.
Les armes russes existent, mais restent invisibles. Les chevaux sont des Jeeps 4x4. Ils ont des missiles buffistiques. C'est bien. Manuel, merci beaucoup. Merci de ne pas oublier Cuba et de tourner la dictature en ridicule. Salutations à toi et ton public. À bas la dictature. Liberté pour les prisonniers politiques et mon peuple. Merci. Ça n'a pas de sens pour moi. Merci pour ce super chat. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Ça n'a pas de sens pour moi. Qu'est-ce ce jour déjà le 14? Des prisonniers politiques croupissent encore en prison au Venezuela. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. C'est quelque chose qu'on devrait exiger de Donald Trump, qu'il libère les prisonniers politiques tout de suite. Mais ce n'est pas le cas. L'homme à la Maison-Blanche ne la voit pas comme l'atout gagnant, selon Trump. C'est vrai, Macarena. J'en suis responsable. Nous en sommes responsables. Il n'y a pas de faute à cela. C'est simplement que Trump ne la voit pas. Il ne la voit pas. D'ailleurs, maintenant, nous allons parler de Trump. Église, pape. Là, il y a un sujet. Maintenant, vous allez vous échauffer un peu plus. Je vois déjà que vous êtes très chaud sur le sujet. Vous allez vous échauffer un peu plus. Trump et Jésus. Tu dis ça à cause de la photo. On va la montrer. Eurocell. Merci beaucoup, Victoria. Belle stratégie, belle introduction. Je regarde depuis le début. Bénédiction à toi et au public. Désolé d'arriver en retard. Mieux vaut tard que jamais. Bonne journée internationale du non. La Shoah, je l'ignorais, je viens de l'apprendre. J'ai une idée. Merci beaucoup. Bienvenue, CM Rubira. Dev, merci beaucoup. Ganzo Training, merci mon ami. Quelle claque Ganzo se prend à la salle de sport. Trump n'est pas Jésus, mais il aime les affaires et dirige. Sa stratégie révèle la réalité. Moi, j'aime être réaliste. J'aime être réaliste parce que, bien sûr, ensuite, si tu passes un an à vendre, ça arrive. Et le ça arrive, n'arrive jamais. Ta crédibilité part en fumée. Du coup, la chaîne coule entièrement. Les gens se fâchent. Ils te traitent de vendeur de rêves. Et d'autres histoires. J'aime être réaliste. Que veux-tu que j'y fasse? Des entreprises comme Iberia Melilla ont de nombreux hôtels à Cuba. Ainsi, Zapatero et Sanchez n'ont aucun intérêt à voir la dictature tomber. Stratégie, oui. D'accord, il y a beaucoup d'intérêts économiques. Et ces entreprises devraient être en train de mettre fin à ça. Ils maintiennent une dictature. Ils la maintiennent. Voyons cela. Donald Trump a publié cette photo et il l'a retirée. Voyons cela. Drapeau des États-Unis, aigle. Les anges dans le ciel, Trump comme guérisseur des malades. Une photo qui le représente comme Jésus. Opinions. Vous savez qu'il y a un clash en ce moment entre le pape XIV, Léon XIV, Léon de papier XIV et Donald J. Trump. Il y a un clash, ils s'envoient des pics, comme on dit en Amérique latine. Il y a des pics entre les deux. Le pape est sur le point de l'excommunier à ce rythme. Et Donald J. Trump lui a dit ce qui suit. Point de vous et de vos politiques, en créant un monde pour défendre la justice.
Allez-vous présenter vos excuses au pape Léon? Tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon? Non, je ne vais pas m'excuser. Il avait dit des choses qui étaient mauvaises. Il était très opposé à ce que je fais concernant l'Iran. Il dit qu'il est contre ce que je fais contre l'Iran. Nous pouvons avoir une arme nucléaire en Iran, le pape Léon. Il dit que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Il dit que nous ne serons pas satisfaits du résultat. Des centaines de millions de morts. Des centaines de millions de personnes mortes, et cela non. Ça ne va pas arriver. Oh, je ne peux pas. Je trouve qu'il est faible face à la criminalité. Il dit, le pape est trop faible face à la criminalité. Et d'autres choses? Et d'autres choses. Non, il l'a fait publiquement. Je réponds au pape Léon. Il dit, je réponds simplement au pape Léon. Et tu sais que son frère est un grand fan de MAGA? Et lui, il est... Et tu sais que son frère est un grand fan de MAGA? Louis est... un mec génial. Et bien d'autres choses. Quelles sont ces autres choses? Quel message caché Donald Trump vient-il d'envoyer au pape Léon XIV? Qu'est-ce que c'est que ces choses, Trumpotus? De quoi parles-tu? Le pape est faible face au crime et à certaines autres choses. Merci. Voilà. Léon XIV, mon Dieu, aujourd'hui les modérateurs du chat, vous allez vraiment mériter une médaille. Tout d'abord, avant toute chose, le plus grand respect à tous les catholiques sur cette chaîne. Le plus grand respect. D'accord? Mais nous devons voir ça, il faut le regarder. Allons-y, au boulot. Allez, le pape a parlé de Trump. Il a dit 2 ou 3 petites choses. Écoutons. Mon Dieu, le chat, comment il va réagir? On n'entend pas très bien, mais je vais vous mettre ici la transcription de ce qu'il dit. On va en parler. Léon XIV, j'ai peur de l'administration Trump. Ni de lever la voix pour proclamer le message de l'Évangile, c'est pour cela que je crois être ici. C'est ce que l'Église est ici pour faire. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous n'abordons pas la politique étrangère sous le même angle qu'un responsable politique. Mais je crois au message de l'Évangile comme artisan de paix. Léon XIV. J'adore ces jours-là. Vraiment, j'adore quand on a des journées comme celle-ci. Prends, papa. 30 000 personnes en ce moment même. Nous sommes en direct. La famille. On s'attaque à l'église. On s'est frotté à l'église. Voyons voir. Le pape dit qu'il n'est pas politique. Le pape dit qu'il n'est pas politique. Le pape est-il politique? Léon XIV est le chef d'État du Vatican. En plus, il est le guide spirituel de millions de personnes dans le monde. Est-ce que c'est de la politique? Le pape peut-il gérer les intérêts d'un pays? Le pape sort d'un vote. Il choisit ses compagnons de route selon son idéologie et ses intérêts. Certains cardinaux qu'il apprécie sont mis de côté, non? Il y en a qu'il n'aime pas et qu'il écarte.
Il les envoie au bout du monde à d'autres... Il les rapproche, chef religieux, la plus haute autorité de l'Église catholique. Guide de millions de croyants, chef de la Cité du Vatican, pays indépendant. Qui possède également une banque, comme le dit Trump avec quelques autres choses, la Banque du Vatican, l'Église catholique. Son rôle au cours des 4 dernières années, très discutable, surtout avec la guerre de Gaza. Et là, il y a l'homme le plus puissant du monde face à l'homme le plus puissant spirituellement. Peut-être au monde. Et maintenant, nous clarifions cela. Il y a une chose qui est indéniable, et je le sais, parce que dans cette communauté, il y a beaucoup de gens évangéliques, et ils vont être un peu nerveux. Il y a une chose qui est indéniable. Le pape est le leader, il est le leader spirituel de millions et de millions de personnes dans le monde. Et il a un pouvoir incroyable d'influence sur les sociétés à un niveau que nous n'imaginons même pas. C'est une puissance économique, le Vatican possède une banque Vaticane, et en plus, c'est une puissance économique, parce qu'il possède de nombreuses propriétés à travers le monde. Dans des villes très riches, où il gagne des millions et des millions d'euros par jour, rien qu'en loyer. Mais en plus, ils ont aussi des entreprises et des sociétés opaques, dans des fonds, également des investissements dans des paradis fiscaux. Le pape est-il un homme politique ou simplement un homme de foi? Ce serait un bon débat, mais j'insiste là-dessus. Le plus grand respect pour tous les catholiques, pour tous les évangéliques, pour tout être vivant. Le plus grand respect. Je refuse que cette chaîne devienne une guerre entre catholiques et évangéliques pensant être supérieurs. Aucun fanatisme ici. Pour cela, il y a déjà 20 chaînes où vous pouvez aller. Et en économie, ils associent la figure du pape. C'est une manipulation totale. Ça, c'est vrai. Et ça, on peut le dire. Il n'y a aucun problème. Le message de Jésus est une chose. Ce que fait l'Église en est une autre. Cela a toujours été ainsi. Depuis le concile de Nicée, là-bas, en Turquie, ces choses se sont toujours produites. Faire de la religion un business est très simple. Dans toutes les religions. Cela se produit dans l'islam, cela se produit dans n'importe quelle variante du christianisme. Il y a toujours des gens qui font des affaires. Toujours. La foi déplace des montagnes et de l'argent. Je crois que c'est ma phrase, j'ai toujours aimé la voir de cette façon. Ce n'est pas le débat, et il ne faut pas non plus le détourner dans cette direction. Ce qu'il faut voir, c'est pourquoi le pape protège. Ou veut-il protéger un groupe de types? Qu'en 2025, seulement ils ont exécuté plus de 1600 personnes, la plupart des dissidents, et qu'en 2026 seulement, ils ont tué plus de 45 000 êtres humains pour avoir manifesté, demandé la liberté, de la nourriture, du travail et un lieu de vie digne. Pourquoi le pape défend-il cela? Pourquoi le pape défend-il qu'un pays veuille se doter d'armes nucléaires et veuille détruire un autre pays ou plusieurs? Qui a vu naître Jésus? Jésus. Pourquoi? Pourquoi le pape reste-t-il silencieux quand des débris de missiles balistiques tombent sur le Saint-Sépulcre? Mais pourtant, il s'empresse de remuer le nid de guêpe et d'envoyer une circulaire pour que tous les médias qui lui sont favorables se plaignent contre Israël parce qu'ils n'autorisent pas la célébration de la messe de la Semaine Sainte au Saint-Sépulcre. Sont-ils des politiciens ou non? Sont-ils politiciens pour certaines choses et pas pour d'autres? Pourquoi le père Romano? Le père se connecte tous les soirs depuis Gaza pour faire un direct depuis son église afin de dire qu'ils sont en train de le bombarder. Mais curieusement, l'église n'apparaît jamais détruite et le père Romano n'apparaît jamais blessé. Un soir, il s'est mis un bandage à la jambe pour dire qu'il s'était fait une égratignure lors d'un bombardement israélien. Ensuite, ici, nous avons mené une enquête et nous avons vérifié que les affirmations du père Romano n'étaient pas vraies. Nous avons passé quelques heures dans cette émission, je m'en souviens aussi.
Pourquoi? Pourquoi ces choses arrivent-elles? Pourquoi Nicolas Maduro et le Venezuela ont-ils des comptes à la Banque du Vatican? Pourquoi? La souffrance des Vénézuéliens? Un pape qui a travaillé en Amérique latine pendant tant d'années? N'a-t-il pas pu se prononcer directement sur la souffrance des Cubains? Enfin. J'espère que ça a été clair, hein, pour que personne ne vienne ensuite m'envoyer des mails et me dire plein de choses. Merci. Plus sur le peuple de Trump, continue le rythme, continue. Tu sais bien qu'on ne peut pas envoyer de porte-avions au Vatican, Trump. Prochaine une des stratégies militaires, un porte-avions américain sur le fleuve Tibre. Là-bas, au Vatican, Trump s'en prend au pape. Le monde est au bord. Il ne fait pas du bon travail. Je ne pense pas qu'il fasse du bon travail. Il aime ça. Le crime, je crois. Il dit. Pensez à ça. Il dit qu'il est préoccupé par la peur. Dans de nombreux cas, ils sont dehors à 3 mètres de distance et ont été arrêtés. Oups. Oups. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Et tout le... Qu'est-ce qui se passe avec la peur quand... Que devient la peur lorsque tous ces prêtres sont arrêtés pendant le Covid? Les ministres et les prêtres et tous ces gens formidables qui étaient là. Tous ces gens formidables ont été arrêtés. Arrêtés pendant le Covid. Et dans de nombreux cas, elles sont dehors à 3 mètres de distance. Et dans de nombreux cas, elles étaient à plus de 10 pas de distance. Et ils ont été arrêtés. Donc ils ont été arrêtés. On n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Il dit. On n'aime ni ça ni eux. Le pape qui va dire que c'est acceptable d'avoir une arme nucléaire. Et le pape va dire qu'il est acceptable que l'Iran ait des armes nucléaires. Je ne veux pas d'un pape qui tolère le crime chez nous. Nous ne voulons pas d'un pape qui dise que le crime est acceptable. Je ne veux pas. Dans les villes. Je ne suis pas un grand. Je n'aime pas ça et je ne suis pas fan du pape Léo. Il dit je ne suis pas fan du pape Léo. C'est une personne très libérale. C'est un libéral. Il ne croit pas qu'il faille arrêter le crime. C'est un homme qui ne croit pas qu'il faille arrêter le crime. C'est un homme qui ne pense pas que nous devrions... C'est un homme qui ne pense pas. Jouer avec un pays qui veut une arme nucléaire. Ils veulent qu'on soit strict avec un pays voulant des armes nucléaires. Et capable de détruire le monde. Je ne suis pas fan de... Le pape Léon, je ne suis pas fan du pape Léon, mon Dieu. Mégabit, coup de gueule de Donald J. Trump, alias, avec tous tes alias, je ne suis pas l'ami du pape Léon. Et en plus communiquer. Mon Dieu, bon... Ça devient de pire en pire. Maintenant, voyons ce qui se passe en Iran. Excusez-moi, moi, j'aime les potins. Allons potiner, voyons ce qui se dit. Il se lance des pics, hein, il y a de la tension. Ça se clash. Je veux voir les commentaires. Le chat s'enflamme.
Antoine en met à tout le monde, hein? C'est l'exterminateur. Non, attends. À Truand, on pourrait l'appeler l'exterminateur ou Undertaker le fossoyeur. Il laisse des cadavres partout tout seul. Maintenant, il s'occupe du cadavre de Léo. Il sous-entend pour la deuxième fois qu'il y a des choses cachées. Mon Dieu! Voyons ce qu'il a dit. Passons à Léo. Voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, j'enlève ma caméra. Et je ne veux pas me mettre ici, hein? On ne sait jamais, je pourrais être totalement excommunié. Voyons voir. Le pape Léo est faible face à la criminalité et mauvais en politique étrangère. Il parle de la peur de l'administration, mais il ne mentionne pas la peur que l'Église catholique et toutes les autres organisations chrétiennes ont eue pendant le Covid, quand ils arrêtaient des prêtres, des pasteurs et tous les autres pour avoir célébré des offices religieux. Même en plein air et en maintenant une distance de 3 voire 6 mètres. J'aime beaucoup plus sa sœur, il est fou. Il veut changer le frère du pape Léo, un pape faible en délinquance. Qu'est-ce que c'est? Parce que Louis est à fond MAGA, il comprend. Et Léo, non, je ne veux pas d'un pape. Un pape qui pense qu'il est normal que l'Iran ait l'arme nucléaire. Mon Dieu, oh! Ils vont m'excommunier aujourd'hui. Je n'aime pas cette chanson, je n'aime pas celle-ci. Celle-ci, je ne l'aime pas. Je n'aime pas celle-ci. Voyons. Enlève ça, voyons. On a quelque chose comme ça? On avait quelque chose? Où est-ce que c'est? Voyons si on trouve. On avait par ici une chanson de ce genre? Vous savez que j'aime toujours mettre de l'ambiance. Ne lisez pas le reste, s'il vous plaît, sinon vous allez perdre. Voilà, c'est là. La famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Si vous pensiez avoir tout vu, si vous croyez que ce monde allait finir sans que Donald Trump défie Léon XIV, vous vous trompiez lourdement. Nous avons une nouvelle crise. On en a une. Nouveau tremblement de terre. Maintenant dans l'Église. Donald Trump contre le Vatican. Bienvenue. J'adore ça. Un pape qui pense que c'est terrible que les États-Unis aient attaqué le Venezuela, un pays qui envoyait d'énormes quantités de drogue aux États-Unis. Et pire encore, il vidait ses prisons en envoyant dans notre pays des meurtriers, des trafiquants de drogue et des tueurs à gages. Je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis parce que je fais exactement ce pourquoi j'ai été élu par une majorité écrasante, établissant des records de criminels, des chiffres records, et en créant le meilleur marché boursier de l'histoire. Léon devrait être reconnaissant parce que, comme tout le monde le sait, c'est une énorme surprise. Il n'était sur aucune liste pour devenir pape. Et l'Église l'a mis là uniquement parce qu'il venait des États-Unis. Et ils ont pensé que ce serait la meilleure façon de gérer le président Trump. Oui, Trump, je dois m'arrêter. C'est que je ne peux pas... Coupez la musique. On arrête. Oh là là. Bon. Oh. Donald Trump disant au pape Léon qu'il est pape parce que Trump est Trump. Je n'arrive pas à y croire en ce moment. C'est un coup de tonnerre en ce moment. Mais quelle folie! Mais il vient de traiter le pape de second couteau. Attendez un instant, on laisse tomber les petits bateaux à Hormuz. C'est bien plus grave. C'est vraiment très grave. Que se passe-t-il avec Trump? Il est déchaîné. Voyons.
Première humiliation. Il n'était sur aucune liste pour devenir pape. Ils l'ont mis là parce qu'il est américain. Il pensera que ce sera mieux pour parler avec moi. Mon Dieu. Pam, 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 Trump. Mon Dieu. Voyons. Ils pensaient que c'était la meilleure façon de gérer le président Trump si je n'étais pas à la Maison-Blanche. Léo ne serait pas au Vatican. Et Trump ne serait pas président des États-Unis. Léo ne serait pas pape. Mon Dieu, quelle charge! Si c'est pire qu'une chanson de reggaeton. Malheureusement, la faiblesse de Léo face au crime et face aux armes nucléaires ne me convainc pas. Ni le fait qu'il rencontre des sympathisants d'Obama comme David Ashford, un perdant de la gauche. C'est l'un de ceux qui veulent faire arrêter les fidèles et les membres du clergé. Léo devrait revoir sa façon d'exercer son rôle de pape. Utiliser le bon sens. Arrêter de complaire à la gauche radicale et se concentrer sur le fait d'être un grand pape, pas un politicien. Il lui fait beaucoup de mal. Et plus important encore, il fait du tort à l'Église catholique. Président Donald J. Trump. Mon Dieu, quel séisme. Séisme en ce moment même. Regardons les sismographes en Italie. Il vient de l'éreinter complètement. Trump vient de peindre le pape Léo. Il lui a fait le costume. Et il ne reste plus qu'à le mettre en bière. Habemus guerre. Pumata noir pour le pape Léo. Pumata noir. Mon Dieu, l'état du chat en ce moment. Pape Trump. Incroyable, hein? Il vient de lui lancer un énorme tacle sur le Venezuela, sur les armes nucléaires, sur le crime. Et le pire, tu es là parce que je suis président. Il l'appelle gauchiste. C'est de la folie, hein? Je ne suis pas concerné, ne m'interrogez pas, ne me regardez pas. Et la guerre continue. Le pape a répondu « Coupez la musique ». Le pape a répondu « Incroyable ». Nous avons un pape, Habemus Papam. Voyons voir. Voyons ce qu'il dit. Merci. Et je n'ai pas peur de Trump. J'ai peur de l'Iran. Nous allons voir ce que l'Esprit assume, et c'est ce que je crois que je suis destiné à faire, ce que l'Église est destinée à faire, si nous ne sommes pas des politiciens. Il dit, nous ne sommes pas des politiciens. Heureusement. Heureusement non, ils ne sont pas politiciens. Non, lui. De la politique dans l'Église. Des politiciens dans l'Église. Des politiciens, la même perspective qu'ils pourraient comprendre. Mais je crois que le message de l'Évangile, la leçon des artisans de paix, est le message que le monde a besoin d'entendre aujourd'hui. Oh là là! Les gens croyaient qu'avec François, la période la plus sombre de l'Église s'achevait. Je pense que Donald Trump se trompe. De la figure de Léo. Mon Dieu, il vient de tout gâcher. J'aime son frère Luis. Qu'est-ce qu'on fait, Donald? On le change, on amène un hélicoptère, on sort Léo comme Maduro et on met Luis à sa place? Ouch, cela me rappelle-t-il quelque chose? Vous savez que j'aime l'histoire. Il y a une histoire au Vatican nommée la papesse. La papesse, c'était une femme qui a joué le rôle de pape. Elle s'habillait en homme, on lui mettait une barbe et tout ça. L'affaire a été découverte quand elle est tombée enceinte.
Eh bien, tout ça et d'autres ragots. Un jour, nous parlerons des bas-fonds du Vatican. Enfin, c'est incroyable. Quelle folie! Nous avons des informations de dernière minute. Nous avons une alerte. Double alerte. Amis d'Israël, faites attention quand vous descendez les poubelles. Approchez-vous de la poubelle avec précaution. Faites-en le tour. Bougez-le un peu avant de l'ouvrir. On ne sait jamais, il pourrait y avoir une surprise à l'intérieur. Aujourd'hui, Israël. Camion poubelle. Est-ce que quelqu'un peut imaginer pourquoi il y a des types avec des mitraillettes autour d'un camion poubelle? Godzilla va sortir? Un extraterrestre? Quelque chose s'est échappé du vaisseau Artemis 2? Il est tombé? Dans un camion poubelle en Israël? Pourquoi y a-t-il des types de la police antiterroriste autour d'un camion poubelle? Nous sommes en direct en ce moment. Paypal.me/, et Stratégias Militar. Si vous aimez tout ce contenu, si vous voulez soutenir un projet indépendant, nous sommes ici, grâce à vous. Nous allons rouvrir les objectifs du Super Chat parce que ça va exploser maintenant. Attention aux images que vous allez voir. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui en Israël, en lisant le titre, je n'y ai pas cru et je me suis dit, ce n'est pas un camion poubelle. Mais un camion poubelle. Bon, préparez-vous. Le contenu du camion poubelle? Prêt? Voyons voir. On entend des coups dans le camion. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre? Les gens reculent. Regardez, vu l'odeur des gants, un gars se jette au sol, ils apportent quelque chose, ils jettent en quelque chose, arme en l'air. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hello. Matraques à la main. Mon Dieu. Waouh. C'est l'arche, mais pas celle de Noé. Toute la merde tombe. Mon Dieu! Très hardcore, hein? C'est vraiment hardcore. Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à le croire.
C'est incroyable, hein? Eh bien, les gars coincés dans un camion poubelle. Le camion de Troyes. Mais, mon Dieu, c'est dégoûtant. Pauvre policier. Pauvre policier là-bas avec sa matraque. Et un petit bout de... Regardez ici en bas, hein, en haut à gauche. Je regarde en haut. Le policier demande. Que se passe-t-il? Mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Allons-y. Il y en a 100 là-dedans. Ce qu'on m'a dit mes sources, et ce ne sont pas celles qui tombent. Les envoyés du pape traînent par là. Taisez-vous et laissez le pape tranquille. Il en a déjà assez pris aujourd'hui. Bien enfermés. Ce sont des Palestiniens? Ce sont des Palestiniens. Excusez-moi de rire. La situation est... Voyons, oui, c'est à la fois drôle et pas drôle, d'accord? Oui, elle est drôle et non. La première chose, c'est... S'il y en a 100, où sont les ordures? Deuxièmement, comment les 100 se sont-ils retrouvés dans ce truc, dans les ordures? Troisièmement, pourquoi? S'ils détestent d'Israël, pourquoi veulent-ils y aller? Pourquoi veulent-ils aller en Israël? S'ils détestent autant Israël, pourquoi montent-ils dans un camion poubelle et veulent-ils y aller? C'est que... Non, 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 pas le temps. Te dis non, non, non. Celui-là voulait déjà descendre. Celui-là allait déjà vite. Démarrez, démarrez. Celui qui est tombé là-bas est déjà emmené. Merci. On dit, c'est bon, c'est déjà fait. Il répond, merci, restez calme. Merci. Et ça n'arrive qu'en Israël. Ce genre d'aventure, ça n'arrive qu'en Israël. Merci, merci. Merci, ce n'est pas correct. Il vient quand même. Vas-y. Reviens, vas-y. Très professionnel, hein? C'est-à-dire, la personne n'est maltraitée. Il faut que ce soit très clair, hein? Et il ne maltraite aux personnes. Ce type de manipulation d'une personne détenue est la bonne. On le maîtrise. On incline sa tête vers le bas par-dessus une épaule pour sa sécurité et aussi pour qu'il ne puisse pas attaquer les gens. Donc, c'est parfait. Là, il n'y a aucun abus, hein? Il n'y a aucun abus physique et en plus, ces personnes recevront un examen médical, comme cela se fait habituellement en Israël. Bon travail. Bon travail pour la police des frontières. Bon travail pour la police qui a détecté cette incursion, cette infiltration sur le territoire israélien. Et un travail très sale. La vérité, c'est une intervention sale. Merci. Il ne va pas jusqu'à la Mira, ce soldat ici en bas. Amène-le là-bas pour voir si c'est possible, hein? Oui, allons-y. En vérité, quand ça s'ouvre, ça me rappelle le film de zombies. Je préfère m'excuser si jamais je me moquais, ce n'est pas mon intention. Ils auront leur raison de vouloir partir de là. Peut-être que beaucoup d'entre eux veulent fuir le Hamas ou autre chose. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas besoin de le savoir, je m'en tiens aux faits. Une entrée illégale de 100 types dans un camion poubelle en Israël. Si cela s'était passé en Espagne aussi, je ne l'aurais pas mis non plus. Là-dessus, je ne plaisante pas avec ça. Merci. Mais moi, la scène, quand ça s'ouvre, ça me rappelle le film de zombies que j'ai vu.
Bien sûr. Et tu dois être prêt à viser parce que tu ne sais pas s'ils sont armés, si eux, ils ont des armes. Merci. D'avoir regardé la vidéo. Bien sûr. Maintenant, toute la merde commence à tomber. Mon Dieu. Ils disent, ce n'est pas un débat à ton niveau, à ce qu'ils disent. Moi, je ne sais pas à quel niveau je débat. Ce n'est pas un débat à ton niveau, je ne discute pas, et j'ai fini. Ces personnes ont commis un délit, sont entrées illégalement dans un pays, on les arrête et on les renvoie chez elles. Merci. Là d'où elles viennent. Tout le monde est très nerveux là-bas. Tout le monde est très nerveux. Je disais, hop, bon, nous avons J.D. Baines qui attend, moi après avoir ouvert le Transformers des ordures d'Israël. Nous avons aussi Naïm Kassim. Amen. Combien de temps avons-nous déjà? Nous sommes déjà en direct depuis 2 heures. Je ne sais pas comment ils l'ont détecté. Je pense que le chien ne les a pas détectés parce que nous avons réussi. Le détecteur du véhicule ne peut pas aider le chien à détecter. Mais bon, il devait sentir quelque chose. Il devait y avoir une odeur, non? Nous avons Naïm Kassim en premier. Nous allons suivre l'ordre des probabilités de se faire éliminer. Nous mettons d'abord Naïm Kassim, qui risque fortement d'être éliminé, donc il a la priorité, puis nous passerons à JDKD. Naïm Kassim résiste. Le voici. Et vous n'avez pas affronté Israël alors que nous avons subi ces pertes. Et Jamal et nous avons été patients et nous avons payé. Et si nous n'avions pas affronté, nous aurions payé plus et tout perdu. Inch'Allah, réfléchissons-y. Si vous n'aviez pas affronté Israël, nous n'aurions pas subi ces pertes. Si nous ne l'avions pas affronté, nous aurions payé plus et tout perdu. Vous pensez qu'Israël nous laisse tranquilles? C'est lui qui attaque. Dit ici Naïm Kassim. L'homme ne voulait pas être chef car il sait qu'on l'éliminera. Pour moi, c'est encore difficile de ne pas voir Nasrallah. Je ne dirais pas que Nasrallah me manque, mais c'est encore dur à voir. Qu'une autre personne soit secrétaire général du Hezbollah, et ce n'est pas le syndrome de Stockholm, c'est que Nasrallah avait quelque chose jusqu'à ce point. En plus, un trou de 80 tonnes a été creusé. C'est le Père Noël islamique, je ne sais pas. Sûrement, il ne vient pas avec des cadeaux. Pour les enfants, il ne vient sûrement pas avec des bonbons. Ce J.D. Baines ne distribue sûrement pas de bonbons. Il est déjà à la maison? Voyons comment il revient. Qui avait des doutes sur la guerre. Nous exerçons maintenant une pression économique supplémentaire sur eux grâce au blocus que nous avons imposé sur leur pétrole sortant du détroit d'Ormuz. Donc, nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons l'avantage, voyons ce que disent les Iraniens. Nous avons accentué la pression économique sur eux avec l'affaire des navires. Ainsi fonctionne le blocus. Les navires américains interceptent les Iraniens se dirigeant vers le détroit d'Ormuz. C'est ça le plan. Empêcher les navires iraniens de traverser le détroit des Bermudes. Ils disent que ce n'est pas seulement les navires battant pavillon iranien. Tout navire que nous savons en route vers des ports iraniens. Tout navire dont nous savons qu'il va au port iranien. Ou qui vient du port iranien. Dans les ports, tu verras que certains pêcheurs tentent de changer de pavillon. Mais vous verrez certains navires tenter de changer de pavillon. Mais nous allons le savoir. Parce que nous avons de très bons intelligence. Which ships are going in and which ships are Quels navires partent ou entrent? coming out that are connected to Iran. Lesquels sont liés à l'Iran. Mais Brett, voici ce qu'il y a de très intéressant dans tout cela. Il dit, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant à ce sujet. Voyons ce qu'il y a de plus intéressant.
La seule chose que les Iraniens ont été capables de faire. Militairement, leur armée a été décimée. Ils n'ont pas été capables de mener une guerre conventionnelle. Ce qu'ils ont fait, c'est s'engager dans cet acte de terrorisme économique. Il dit que la seule chose qu'ils ont faite, c'est mener ce type de guerre terroriste économique. Partout dans le monde, ils menacent quiconque emprunte le détroit d'Ormuz. En tant que président de l'Union européenne, c'est ce qu'ils ont fait à Ormuz. L'État a prouvé que deux peuvent jouer à ce jeu. S'il tente le terrorisme économique, il prévient « Si les Iraniens veulent jouer avec le terrorisme économique, nous allons respecter un principe simple, dit-il. Nous allons faire cela selon un principe très basique. Aucun navire iranien ne sortira non plus. Aucun navire iranien ne va sortir. Je sais que c'est très important pour eux. Il dit « Nous savons que c'est très important pour eux. Nous savons que cela crée une pression économique. » Il dit « Nous savons que cela va affecter leur économie. » Encore une fois, Brett, le président, veut que le peuple iranien prospère. Il dit « C'était peut-être la première réunion à un si haut niveau entre les gouvernements iraniens et américains sous la direction actuelle de l'Iran. Donc je pense que c'est quelque chose de positif. » Dit J.D. Baines, il menace essentiellement tout navire qui traverse le détroit d'Ormuz. Comme l'a dit le président, deux peuvent jouer à ce jeu. Si les Iraniens s'engagent dans le terrorisme économique, aucun navire iranien ne sortira non plus. Il dit aussi « Amen ». À Islamabad, ce n'est pas J.D. Baines, mais le New York Times qui affirme qu'on y a exigé une suspension de l'enrichissement d'uranium de 20 ans, alors que l'Iran proposait seulement 5 ans. Washington fait également pression pour l'élimination de l'uranium enrichi et l'Iran refusait de l'exporter. Baines à propos d'Ormuz, on s'attend à ce que l'Iran prenne des mesures pour rouvrir la voie B maritime. C'est ce qu'il dit. Ben précise que la délégation iranienne envoyée au Pakistan n'avait pas le pouvoir de conclure un accord et nécessitait l'approbation des plus hautes autorités. C'est finalement pourquoi nous avons quitté le Pakistan, ayant constaté leur incapacité à négocier. Je pense que l'équipe sur place n'a pas pu conclure d'accord et a dû retourner à Téhéran pour obtenir l'approbation du guide suprême ou d'une autre autorité pour le changement. Donc encore une fois, si nous avons plus de discussions, si en dernière instance nous parvenons à un accord, je pense finalement que la balle est dans le camp iranien, parce que nous avons mis beaucoup de choses sur la table. En fait, nous avons clairement indiqué quelles étaient nos lignes rouges. Nous avons aussi dit que nous en serions très heureux. Le président des États-Unis a dit qu'il serait très heureux si l'Iran était traité comme un pays normal. La balle est dans le camp iranien. Bueno. Eh bien, J.D. Baines, Arashi et l'autre n'avaient aucun pouvoir. Intéressant. Très intéressant tout ce que nous voyons actuellement, la famille. Il faudra trouver quelqu'un avec qui on puisse négocier. Et Kalibaf, ce n'est pas qu'ils emmènent en Mokjaba, ils peuvent emmener un androïde ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ils peuvent utiliser une planche Ouija pour contacter Mokjaba. Et de cette manière, eh bien peut-être, c'est possible, je le sais. Enfin, entre une chose et une autre, les poubelles pas descendues. Je m'en vais, on ne sait jamais si le camion poubelle arrive et que je tombe sur une mauvaise surprise. La famille, rendez-vous à la prochaine émission sur stratégie militaire. Merci et abonnez-vous à la chaîne. On fonce comme une fusée, mais pas vers la Lune. Merci à vous. Salut à tous.